Cette semaine, dans le balado, notre croisière tourne au cauchemar et on assiste à un procès sordide. Bienvenue à mon ciné balado, retour de vacances. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Hello. Hello Barbie. Oh yes. Donc, écoute, en as-tu profité pendant les vacances pour te décrocher complètement ou tu t'es quand même tapé un film ou deux? Je me suis réécouté des Missions Impossibles. Okay. C'est là que j'ai réécouté les 1, 2, 3. Avant que le dernier sorte, j'avais juste écouté les plus récents. Ouais. Fait que j'ai réécouté Tes impressions? C'était comme je me souvenais. Là. Ouais. Mais tu vois, il y a des éléments du 1 que j'avais oubliés. Comme juste des éléments visuels. Là, mettons, je me souvenais de la... Évidemment, quand il descend par le plafond. Mais je pense que j'avais un peu oublié toute l'explosion d'hélicoptère, le train, Emilio Estevez dans l'ascenseur. Bien sûr, c'est sorti de la tête. Il me semble qu'il y a une autre séquence là, qui... Je sais plus. Il y a une autre grosse séquence d'action qu'il faut qu'il fasse à m'amener, puis justement, tu vois, je l'ai déjà réoublié. Puis le 2, ouais, ça, c'est un peu comme mon souvenir. Là. C'est vraiment différent. Il est juste tout seul. C'est comme juste une vedette d'action, puis il fait ses affaires. Puis là, il y a des masques, beaucoup, encore plus que les autres, je pense. Puis avec le recul, c'est vraiment plus un film de John Woo qu'un film de Mission Impossible. Oui, exactement. C'est sûr qu'à l'époque, c'était hot parce qu'on avait tout trippé sur Face Off, puis le nouvel esthétisme qu'il avait amené au cinéma d'action, mais ça n'a pas rapport dans Mission Impossible. Non, c'est ça, justement. C'est pas le pire film qui a été fait sur la Terre, là, c'est pas ça. C'est juste qu'il est trop cool. Là. Puis là, c'est juste un love interest, puis des affaires comme ça, ce que t'as comme pas mal perdu dans les autres. Là. À cette heure, s'il y avait les béguins pour quelqu'un, c'était... Ben non, j'allais dire, c'est pas vrai. C'est juste, c'est traité différemment. Ce film-là est plus sexy, alors que Mission Impossible le fait pas au sommet de son art, si on veut. Avec d'innombrables ralentis, comme c'était la mode. Ouais, exactement. Puis juste quand il fait de l'alpinisme, puis là, il reçoit des lunettes fumées, puis là, il met les lunettes, là, ça va être sa mission, puis là, il finit en les lançant vers la caméra, puis ça explose, puis je dis, OK, ça va être ça, là. Ça va être ça, le film. Puis le 3, est-ce que, à tes yeux, est parmi les meilleurs? Moi, c'est mon préféré. Je l'ai beaucoup aimé. Je sais pas si c'est parmi les meilleurs, parce que les 2 derniers, je les ai vraiment aimés, là où ils sont rendus complètement coco banane dans les cascades et tout. Mais je le trouve vraiment le fun. Il est pacé différemment aussi. Toutes les autres commencent par un bout de mission ou quelque chose comme ça. Lui, il commence par quasiment la fin avant flashback, quasiment. En flashback, avant de revenir à tout. Fait que c'est bien. Puis même toute l'histoire de en tout cas, qui est derrière tout ça, même si je l'ai déjà vu, je l'avais oublié, puis j'ai pas plus réussi à vraiment le déceler tant que ça. Là. Je me suis fait... à un moment donné, il y a quelques indices qui sont assez évidents, là, puis à partir de là, oui, là, mais pas dès le début du film. J'ai pas guessé. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on finalement, on connaît pas qu'est-ce que le Rabbit's Foot, fait que ça demeure toujours le fameux truc qu'il doit récupérer. Et Philip Seymour Hoffman, quand même, quel bon méchant dans le film. Ça doit être inspiré de ça, parce que j'ai écouté Ronin aussi à la maison, puis ça aussi, on sait jamais qu'est-ce qu'il y a dans la mallette. J'ai jamais vu Ronin. OK. Il court après une mallette, puis tout le monde arnaque tout le monde, mais défaut du film, là, c'est rare qu'on parle d'autres films que ça, mais il y a trop de poursuites de voitures, là. Moi, je trouve ça un peu ennuyant. Là. Puis justement, il y en a une dans le dernier Mission Impossible. Puis je sens qu'ils l'ont diversifié au maximum. Là. On voit les lieux sont différents. Il se passe de quoi? Ils changent de voiture. Ils ajoutent des blagues. Fait que c'est très dynamisé. Je dis diversifié, mais dynamisé. Dans Ronin, je trouve que c'est juste tourne à gauche, l'autre le suit, fonce dans un kiosque de pommes, l'autre aussi, des clients font hey, attention, puis là, ils continuent, puis là, ça dure comme 6 minutes, puis moi, après 30 secondes, je suis plus là, genre, j'ai vraiment de la misère avec ces affaires-là. Mais sinon, le film est super bien pour ça, là, ce genre de polar, c'est juste qu'il y a comme 2 séquences de poursuite, un peu trop longues à mon goût. Puis ça se passe genre dans le sud de la France, puis là, il y a une grosse séquence autour d'un vieux Colisée. Pas le Colisée de Québec, mais vraiment Colisée de style romain. Puis je checkais ça, puis j'étais comme, je suis allé là. Je suis pas mal sûr que je suis déjà allé à cet endroit-là. Puis quand j'avais fait un voyage en France, j'étais dans le sud, puis là, en lisant autour du film et tout, j'étais comme, oh oui, c'est bon, j'ai visité ce petit Colisée-là et tout. Ça m'a rappelé ça. Mais je suis retourné au cinéma, je suis retourné voir Barbie puis Mission Impossible, parce que ma copine ne les avait pas vus. Puis je suis allé voir les Ninja Turtles aussi. Je voulais bien le voir, mais j'ai pas eu Tu m'as caché ça parce que tu m'en as pas parlé?
Non, c'est vrai. Je sais même pas si on s'est dit, t'es-tu allé au cinéma ou quoi que ce soit en tant que tel. Fait que oui, J'ai apprécié. Oui, j'ai apprécié. C'est pas aussi haut que Spider-Man, mettons, dans le sens de l'histoire super prenante et tout, mais je l'ai trouvé très drôle. Quoique je me demandais si le film il souffrait un peu le défaut de ses qualités, c'est-à-dire qu'il vise un peu 7 à 77. Là. Fait que je m'attendais peut-être à des blagues un petit peu plus ranchy, là, Okay. à une certaine façon, mais là, c'était plus doux. Mais le troisième acte vire un peu dans le traditionnel là, d'avoir un espèce de gros monstre à affronter, mais tout le reste, j'aimais beaucoup la dynamique. Ça paraît qu'ils ont enregistré les 4 jeunes ensemble, faire les voix. Il y a une bonne dynamique, alors qu'en film d'animation, on enregistre souvent tout le monde séparé selon leur agenda de tournage. Mais là, ouais, cette chimie-là est bien sentie. Fait que, ouais, puis il y a une ouverture vers une suite. J'ai vu que chez Point Grey, la compagnie de production de Seth Rogen puis Evan Goldberg, il y a une suite qui est écrite, là, mais tu sais, fiée à Wikipédia, là, genre, quelque chose s'en viendrait, mais... Apparemment, t'ont confirmé que non seulement il y a une suite, mais il va y avoir une série télé qui va être le pont entre les deux films. OK, bon, ben génial, c'est ça ce que j'espérais. C'est comme le film a terminé, j'étais satisfait, là, je sens crier au génie, là, j'étais satisfait, je trouvais que c'est une belle façon de faire ça, l'animation est super le fun, belle dans son imperfection qui est volontaire. Mais ça finit, j'espère quand même qu'il va en avoir un autre. J'espère que les gens vont être au rendez-vous. C'est pas un flop, mais c'est pas un coup de circuit au box-office non plus. Là. En même temps, c'est un film qui a un très petit budget pour le genre. Je pense à l'entour de 70 millions. Là. Fait que, mais tu sais, un premier week-end à 30, c'était pas tant que ça non plus. Là. Peut-être qu'il espérait peut-être un petit 45. Là. Mais je pense qu'il est déjà rendu à 60 millions quand même. Fait qu'il a fait des bons chiffres dans la semaine que j'ai vu. Fait que je pense qu'il va tourner un profit assez rapidement, là, surtout à l'international. Ça va fonctionner. Ouais, puis c'est le genre de truc qu'on verrait que là, le prochain, quand il va sortir au mois de mai pour être plus fort dans l'été que fin août. J'ai pas vu Meg ni Talk to Me, que j'ai beaucoup hâte de voir, mais là, quand on regarde les films ensemble pour le podcast, ben là, certains, je retourne les voir avec des amis, avec ma copine. Puis là, Talk to Me, ben, j'ai mon ami de film d'horreur, mais ça donne jamais d'aller le voir. Puis là, j'espère qu'on va pas rater le bateau. Mais toi, t'es allé, je suis allé voir Talk to Me, effectivement. J'étais très intrigué, d'autant plus que les critiques étaient tellement positives. Puis même, premier week-end assez intéressant pour A24 quand même. Je pense que c'est comme leur deuxième plus gros week-end. Je pense que c'était à l'entour de 10 millions. OK, ouais. Fait que je pense que c'était leur deuxième plus gros week-end après Midsommar. Fait que c'est quand même un bon succès pour eux. Ben, en horreur. Ouais, parce qu'Everything a fait plus que ça, non? Ouais, ben peut-être parce qu'il était sorti peut-être en limité le premier week-end, qui compte pas de même. Là. Ça doit être en tout cas le record pour un film d'horreur australien. C'est sûr que ça doit être le plus gros week-end. Fait que non, moi j'ai bien apprécié. Puis d'ailleurs, ben, son succès a tout de suite été confirmé parce qu'A24 ont annoncé une suite. Il va y avoir j'ai Talk to Me 2. Okay. Ouais. Talk to Me again. Ça va être Talk to avec un 2 to me. C'est confirmé ça? OK, comme Happy Death Day to You. Et puis, écoute, non seulement ça, mais en fait, c'est co-réalisé par deux jumeaux, deux frères. Ouais, les Raka Philippou, qui ont déjà tourné un prequel, donc à la manière de Ty West et son ex, c'est Pearl. Alors, il y a déjà un prequel de tournée. Pas de date d'annonce encore quand un éventuel sortie, mais j'ai l'impression qu'on va probablement faire ça en début d'année 2024, quelque chose comme ça, là, laisser le temps le film de connaître son succès, d'avoir du succès en streaming, puis après ça, sortir l'autre. Fait que, bien, mais non, j'ai bien aimé. Je te dirais, c'est même plus thriller fantastique que vraiment film d'horreur. Il n'y a pas tant de jump scares. Pas tant graphique non plus, mais c'est vraiment une histoire vraiment intéressante, là, parce qu'on sait que les films sur le spiritisme, il y en a une tonne. Je trouve qu'ils ont réussi à avoir une variation intéressante. C'est bien joué aussi. Les comédiennes sont très crédibles, c'est bien écrit. Là. Fait que, j'ai bien aimé. Tant mieux. T'es-tu... non, c'est ça, t'es juste allé dans un cinéma en Colombie, mais t'as pas vu de film. Non, effectivement, on était en vacances à Carthagène, puis des formations professionnelles. Il y avait un cinéma près d'où on restait, fait que je suis allé voir par curiosité. J'aurais aimé ça, voir y aller, mais ça n'a pas donné finalement. Il y avait des films donc, qui sont quand même joués sous-titrés en espagnol, donc anglais, version originale sous-titrée. C'est ça que je serais allé voir. Je pense pas que je me serais tapé un film en espagnol. Mais il offre les deux, il offre le doublé puis le... OK. Effectivement. Donc,
mais le prix d'entrée était quand même assez intéressant. Là. C'est l'équivalent de 3$ canadiens à peu près. Ouais. Fait que j'aurais été curieux de voir les salles. Tout ça, donc, moi aussi, on en discutait un peu. Je suis passé près de salles de cinéma, puis moi, j'étais au Canada quand même. Fait que Cinéplex, je trouve ça moins intéressant dans le sens que ceux qu'il y a là-bas, c'est comme ceux-ci. Mais les cinémas indépendants, j'aurais aimé ça, mais ça n'a pas donné. Puis c'était un cinéma qui était fermé les dimanches puis les lundis, je pense. Fait que là, les journées que ça aurait pu, là, ça marchait plus dans l'horaire et tout. J'adore visiter des cinémas uniques. Là, mais on dirait que la déformation professionnelle, comme tu dis, fait que j'ai un intérêt pour ça, mais c'est jamais au centre des vacances non plus. Là, fait que toujours, si ça donne, puis qu'il pleut, puis que les astres sont alignés. Fait que c'est souvent un rendez-vous manqué. Plongeons donc dans les nouvelles. J'en ai glissé une avec Talk to Me 2, mais écoute, moi, je reviendrai rapidement sur quand même 2 décès marquants pour moi, je pense. Peut-être plus pour ma génération. Évidemment, Pee Wee Herman, Paul Reubens, qui est décédé, je pense que c'était le 30 juillet, j'avais bien noté, quand même à 70 ans. Il paraissait pas, honnêtement. Je l'aurais cru un peu plus jeune. Écoute, moi, évidemment, c'est son film. Évidemment, son personnage de Pee Wee Herman a eu plusieurs incarnations, a été même développé sur la scène, en fait. Il faisait du stand-up avec ce personnage-là. Mais c'est son film Pee Wee's Big Adventure de Tim Burton, qui était le premier long-métrage de Tim Burton en 85. Que moi j'avais vraiment aimé. Je l'ai jamais vu, mais là, depuis 2 semaines, j'entends juste parler de ça depuis qu'il est décédé. C'est super. Écoute, c'est comme un mélange des deux mondes et on voit déjà la sensibilité de l'univers de Tim Burton, mais aussi mélangé à celui un peu de la folie de Pee Wee Herman. Lui, il avait fait ses débuts dans les années 70 avec la troupe d'impro Groundlings à Los Angeles. Donc, surtout connu aussi maintenant avec Will Ferrell, Tina Fey, ils ont tous passé par là. Fait que c'est un peu comme à Chicago, c'est Second City qui est très connu, fait que c'est comme l'équivalent à Los Angeles de Groundlings. Puis c'est en 1981 qu'il a développé ce personnage-là. Puis écoute, ça a eu un succès monstre. Là. Je pense qu'il a comme joué pendant presque une année à Los Angeles. Là. Fait que c'est là qu'il y a un petit buzz. Il y a un spécial HBO qui a un grand succès. Puis c'est là que le projet de film est né. Quand même, donc, Pee Wee Herman, qui a marqué aussi peut-être une génération après moi. Moi, j'étais trop vieux, mais avec sa série télé Pee Wee's Playhouse, qui a gagné beaucoup de prix, puis tout ça, là, c'est à la fin des années 80, qui a marqué l'imaginaire, moi, de mes cousins, mais j'ai des cousins un peu plus jeunes et anglophones, donc c'est ça, comme, parce que moi... ça ne dit rien, Pee Wee's Playhouse. Non, c'est ça. Ouais, t'as arrêté dans ces âges-là, par exemple, mais peut-être au Québec, c'était moins... C'est ça, j'écoutais pas la télé en anglais, étant jeune. Et sinon, décès du cinéaste William Friedkin, dont son Exorciste fête ses 50 ans cette année. Oui, alors qu'on va faire une suite et tout. Oui, tout à fait. Drôle de timing. Donc, décédé quand même à l'âge de 87 ans, là, fait que t'as quand même un certain âge. J'ai pas noté. Pee Wee Herman était décédé d'un cancer qui avait quand même gardé secret pendant quelques années. Friedkin, j'ai pas noté. C'est à cause de décès, mais quand même un cinéaste qui provenait du monde du documentaire. Et c'est cette sensibilité-là qui a amené, donc, surtout à ces 2 gros succès de French Connection et The Exorcist, là, 2 films très emblématiques des années 70. De French Connection, évidemment, tu parlais des courses de voitures. Oui. Donc, elle est souvent citée là, comme un des premiers films là, avec ces fameuses poursuites-là très réelles et où il mettait la caméra dans le cockpit quasiment et tout ça. Donc, faudrait que je l'écoute. C'est sûr que c'est un très bien bon fait. film Pas policier. dès qu'il y en a une qui commence, ça me saoule. C'est juste que mon point de rupture est toujours plus court que ce qu'il y a. Ouais. Et on parle souvent des rapides et dangereux puis que j'ai écouté et tout, mais c'est justement, à un moment donné, c'est diversifié puis c'est n'importe quoi et tout. Là, mais alors que on dirait qu'une course qui se prend au sérieux, moi, si elle dure plus que 2 minutes, je décroche. Là. Mais c'est un film qui, évidemment, parlait de la pègre de Marseille et tout ça. Fait que vraiment, c'est une très bonne histoire sur le trafic, sur les narcotrafiquants et tout ça, avec Gene Hackman. Et évidemment, des exorcistes qui a plus de présentation. Donc, c'était quand même... c'était pas ses premiers films, mais parmi ses premiers, là, fait quand même une bonne entrée... en matière dans le cinéma commercial. Les 2 avaient gagné meilleur film et meilleur réalisateur. Fait que c'est quand même pas si mal. Comme quand j'étais jeune, il y avait une rumeur qui disait que dans le premier film Exorciste, la petite fille, quand elle avait vu le film au cinéma, elle était genre morte de peur ou elle s'était suicidée parce qu'elle pouvait pas gérer ça. Ah ouais, non, j'ai jamais entendu cette légende urbaine-là. C'était peut-être la légende urbaine de genre, faut que vous écoutiez ce film-là, il fait ben trop peur, tu sais, puis justement, je l'ai écouté vers 14-15 ans. Mais
il aurait dû surfer cette rumeur-là puis là dire qu'il est décédé parce qu'il a vu le nouveau Exorcist. C'est tellement effrayant. Ça l'a tué. Mais bon, c'est une blague morbide, je m'en excuse. Ben, c'est quand même drôle de rumeur parce que la comédienne Linda Blair était dans le deuxième qui est sorti quelques années après. Ouais, donc, c'est ça. Je pense que c'était juste des bobards d'enfants et tout. Là. Sinon, ben, grosse nouvelle. D'ailleurs, pour William Friedkin, il y a un film posthume qui va sortir. Donc, même la première va avoir lieu au Festival de cinéma de Venise, qui est The Caine Mutiny Court Martial, qui revisite un vieux classique de Humphrey Bogart, The Caine Mutiny, qui était une adaptation d'un roman sur des soldats américains là, qui se rebellent sur un navire. À l'époque, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Là, il a transposé l'intrigue de la guerre, je pense, en Iran, ou pas en Iran, en Irak, dans les années 90. Bref. Okay. Fait qu'il avait quand même tourné un film l'an dernier avec Kiefer Sutherland dans le rôle de titre. Pour ceux que ça intéresse. Sinon, ici, quand même, grosse nouvelle. Au Québec, on relance. On fait une nouvelle suite à une série très populaire. Les garçons. Bien sûr. Donc, Les Boys. Stan et sa bande vont revenir pour un 6e film, Les Boys 6, qu'on prévoit pour les fêtes de 2024. Donc, le tournage va sûrement s'amorcer dans les prochaines semaines, j'imagine, profiter de l'hiver là, ou quelque dépendamment chose. s'ils veulent du décor de neige et tout, j'imagine, comme tu dis, ils vont sûrement tourner, mettons, des intérieurs, puis là, s'ils ont quelques scènes extérieures et tout, parce que si tu sors le film pour le temps des fêtes, pas besoin d'être un film de Noël, mais ça passe moins bien quand tu fais un film que c'est tout le monde en short en plein milieu de l'été. Surtout un film sur le hockey aussi. C'est ça. Fait que d'après moi, ça risque de se passer à l'hiver ou à l'automne ou quelque chose comme ça. Là. Parce que le premier se passait pas pendant l'hiver. Puis il était... Je me rappelle plus. Non, il me semble qu'il se passe comme à l'automne. Tu vois que c'est gris un peu, mais... Début de pas beaucoup garage. de scènes extérieures non plus. Ouais. Là. Donc, beaucoup de comédiens d'origine vont revenir. On n'a pas précisé encore lesquels. Donc, j'imagine qu'on va faire des annonces au fur et à mesure. C'est sûr qu'il va y avoir des nouvelles faces. Bien sûr, une nouvelle génération de hockeyeurs. D'après moi, Serge Thériault ne sera pas là. Mais dommage. Je sais pas qui d'autre. Ben là, il n'y aura pas Paul Hood non plus, à moins qu'il trouve une espèce de twist pour... le ramener, là, parce que dans la série télé, il l'avait tué. OK. Parce qu'il lui voulait pas participer. OK. C'était comme une histoire. Il l'avait comme... C'est comme une niaiserie qui était genre, vu qu'il était un peu maladroit, je sais pas trop, il était tombé dans une bouche d'égout puis il était mort, là, quelque chose comme ça. Fait qu'il y a un épisode que c'était ses funérailles, mais tu voyais jamais dans le cercueil et tout. Fait que... sûrement que Marc Messier va être de retour. Même si c'est quand même un peu plus âgé, mais bon. Ouais, à leur façon, là, justement, ils n'auront pas le choix de faire un genre de passation du flambeau. Rémi Girard aussi, là, il est plus... Mais il patine pas, fait qu'il joue pas au hockey. Là. Non, c'est ça, mais à un moment donné, tu as une certaine crédibilité qu'ils sachent patiner ou pas, de dire, OK, les joueurs de cette équipe-là ont tous 77 ans. Là, ils vont être dans la Ligue senior. Ouais. À suivre, donc, pour les amateurs des Boys, quand même. Puis là, ils vont sûrement amener aussi des nouvelles faces des médias, puis des hockeyeurs, des hockeyeuses professionnelles, et etc. Là. Je mets un petit 2 qui va sûrement y avoir Marie-Philippe Poulain ou quelque chose du genre. OK, ça se pourrait. Ouais, je serais pas étonné. Puis c'est hâte de voir parce qu'on le sait que les sportifs professionnels ne sont pas les meilleurs comédiens. Vraiment pas en général. Même des fois, les reporters, les journalistes, ça passe, mais encore là, ils ont l'air secs. Là. En tout cas, à découvrir dans un an. Ouais. Du côté du Festival de Toronto qui débute bientôt, oui, en c'est septembre. Ça, le donc, 17 au 17 septembre. Ben là, il y a quand même une bonne sélection de films québécois qui vont être présentés là. Écoute, il y a différents... volets, ouais, différents volets. Il y en a en compétition, hors compétition, en telle affaire. Là, il y a plein, comme à Cannes, comme tous les gros festivals, là, ils ont différentes niches et tout. Fait que là, je sais pas exactement qu'est-ce qui est présenté dans quoi, là. Mais il y a Vampire humaniste cherche suicidaire consentant de Ariane Louis XVI qui va être présenté là, qui va sortir le 13 octobre, une genre de comédie d'horreur. Là. Je pense qu'on avait parlé de la bande-annonce il y a quelques semaines. Il y a Louise Archambault qui a fait quasiment en secret, mais un film en anglais, Irena's Vow, avec Sophie Nellis, qui est... Écoute, j'ai lu rapidement, je me souviens plus. Je pense que c'est dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale en Pologne.
Vraiment pas certain, à vérifier. Mais ça aussi va être présenté là. Lui, il n'y a pas de date de sortie pour l'instant au Québec, mais probablement dans les mois suivants, là, j'imagine. Simple comme Sylvain, qui avait aussi été présenté à Cannes dans... je me souviens plus quelle catégorie, là, mais bref, de Monia Chakri va être présenté. Rue aussi, en présentation spéciale. Lui, je sais qu'il n'est pas en compétition. Puis en fin juillet, on avait annoncé là, des premiers films comme Solo de Sophie Dupuis puis Les Jours heureux de Chloé Robichaud. Fait que pas mal tous les gros canons d'automne québécois sont là. Hein? Oui, c'est ça, exactement. Il y a, et dans les courts-métrages, on les connaît pas tous, mais Faire un enfant d'Éric Kaboulian va être présenté aussi. Fait que je pense que c'est sa... Mais non, c'est pas sa première réalisation. Il avait réalisé d'autres courts-métrages. Toujours pas fait de long, mais c'est un très bon début de parcours quand on filme dans un festival de cette ampleur. Bien sûr. Fait que je me souviens plus s'il y a un film, s'il est associé à un long-métrage en 2023-24, puis si on va y reparler, là, mais voilà, on lui fait bonne chance. Il y a la grève des scénaristes qui perdure depuis plus de 100 jours maintenant, et ce qui fait qu'elle est plus longue que celle de 2007. On a dépassé un genre de triste record. Mais il y avait des pourparlers là, que les négociations pourraient reprendre là, justement ce vendredi 11 août. Mm-hmm. Fait que on a bon espoir parce qu'il y avait plus il s'asseyait plus à table, là, il se passait plus rien. Effectivement. Ouais. Fait que, je sais pas, ça reste l'enjeu, comme dit, des redevances puis de la gestion de l'intelligence artificielle. Et si ça arrive à débloquer pour les scénaristes, ça c'est juste mon hypothèse, ben là, ça va aider à débloquer pour les acteurs. Effectivement, je pense que ce serait le cas. Donc, ça va être à suivre parce que là, déjà... Il y a des enjeux communs, fait que... Ouais. Mais on sent la nervosité à Hollywood où Sony a quand même déplacé quelques films, retardé d'autres qui peuvent pas terminer. Fait que ça a une incidence sur la calendrier des sorties. Et puis là, nous, on parle juste du cinéma, mais toutes les émissions, là, tous les talk shows là, basés sur recevoir les comédiens de l'heure puis toutes les affaires, là, il manque tellement de gens qu'ils font des reprises. Il y a un des galas aussi je pense que c'est les Emmy, les Emmy de la télé télévision, qui a été reporté de 6 mois. Fait que non, ça a vraiment beaucoup d'impact. Tant mieux pour les employés au sens où c'est une grève qui va porter fruit probablement. Puis, tu sais, comment dire, oui, tout le monde, on a déjà parlé quand on parlait du début de la grève, mais il y a des gros salaires, puis il y a beaucoup d'argent, mais c'est pas nécessairement les scénaristes, puis c'est pas tous les comédiens, là. C'est pas juste Brad Pitt puis Margot Robbie qui sont en grève, là. C'est jusqu'au 3e rôle, puis au figurant, puis à tout le monde, là. Fait qu'il y a beaucoup d'argent qui se génère, mais le gâteau, il est pas divisé de manière tant équitable, là. Fait que c'est ça qui est à considérer. Ben, surtout en plus avec toutes les nouvelles plateformes. Donc, eux, ils ont changé la façon que ces gens-là étaient payés, alors que leur contrat traditionnel les suffisait, mais là, le jeu a complètement changé. Le marché a trop changé, exact. Fait que c'est le temps de remettre les pendules à l'heure. C'est clair, ouais. Fait que voilà, mais il y a eu plusieurs reports de films, comme on a dit, quelques-uns. Ouais, il y a un studio. Mais là, je pense que ça va se calmer parce qu'ils peuvent... les autres vont se dire, oui, je peux pas faire de tournée promo avec le personnel, avec l'équipe, mais j'ai le champ libre parce qu'il y en a d'autres qui se sont tassés, fait que ça, c'est à considérer. Les gens veulent quand même le voir puis aller au cinéma. Fait que oui, il y avait des rumeurs de Dune 2 qui déplacerait peut-être, mais c'est toujours pas fait, puis on annonce encore que c'est le 3 novembre de mémoire. Fait que d'après moi, ça rendu à cette date-ci, ça va pas bouger. Puis ils sont très confiants, puis ils se sont mis une date limite, là, mais tu sais, je pense pas qu'ils vont le reporter le 28 octobre là, parce que la promo va être faite. Fait que si tu veux pas trop mettre d'argent pour rien, non, c'est sûr. Ça serait pas mal le temps de le reporter. Fait que je pense qu'on va maintenir cette date-là. Ouais, j'ai l'impression que si ça débloque pas, probablement début septembre, là, ça va bouger. J'ai l'impression que beaucoup de studios vont déplacer. Là. En même temps, ça va surcharger 2024 comme pas possible. Là. Oui, parce que pour le studio lui-même, c'est là ce qu'il disait pour, par exemple, Tenet, c'est de dire, ben là, on le renvoie à l'été parce qu'on veut une autre période forte. On ne l'enverra pas en février. Veut... Fait que surtout que tu le tasses pas de 3 mois si finalement c'est toujours pas réglé. Là. Fait que tu le tasses pour la peine pour pas devoir le refaire 2 fois, là, pelleter par en avant. Mais... Sauf que là, eux autres aussi, il y avait des choses prévues. Warner, il y a ce film-là, mais il y en a d'autres prévus. Puis à un moment donné, tu as des ententes aussi. Tu peux pas repousser un film éternellement parce que tu es un distributeur, mais tu as le producteur aussi. Puis des fois, tu as du financement, puis tu as des qui soient privés ou publics. Fait que à un moment donné, il faut que tu es commis, puis le film, il doit sortir. Tu as des comptes à rendre. Fait que, bref, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Garder un film 4 ans, ses tablettes. Là. C'est tout un jeu d'échecs qui se déroule présentement. Fait que,
tout ça pour dire, je pense pas que ça va bouger tant que ça, finalement. Mais ça va... Je sais pas à quel point. Je suis curieux de voir, ils vont réaliser à quel point ça affecte ou pas un box-office versus leurs estimés et tout. Ben, c'est sûr qu'avec le succès de Barbie Oppenheimer, pour l'instant, les cartes sont du côté des studios. Ouais, mais tu sais, ils en ont fait beaucoup jusqu'à comme 2 jours, 3 jours avant la sortie, une semaine avant peut-être. Là. Ouais, c'est une semaine avant. Il y en avait fait des talk shows puis des premières. J'ai pas vu tant de trucs passer, mais... Ben, tu sais, c'est dur à dire parce que ils font pas leur tournée promo au Québec puis à peine au Canada, là. Fait que... Mais tu sais, toutes les Letterman, je sais même plus si ils font encore. Ben, d'habitude, moi, je surveille un peu ce qui se passe. Des fois, comme on dit, on zappe, puis je tombe sur des trucs, mais j'en avais pas vu passer, honnêtement. Fait que je pense que ces 2 films-là sont comme juste tombés au moment. Là. Peut-être. Mais j'avoue que 2 semaines ou une semaine avant la sortie, il en reste encore beaucoup. Là, de toute manière, tout le marketing en amont était fait. Fait que tous les gens étaient conscients du film. Fait que c'est ça. Ben, en fait, ce qui aidait, c'est que tous les dérivés étaient faits. Tu sais, toutes les entrevues pour les salles de cinéma, pour des capsules YouTube, pour des affaires de même. C'est ça. Sur studio, là, avec un décor, puis là, tu parles de ton personnage, puis là, on refait une petite vignette qu'on met en ligne. Ça, c'était tout fait. Là, tous les autres films à venir, c'est pas fait parce que c'est le genre des espèces de junkets de presse que tu fais un peu avant. Fait que oui, ça va faire plus mal les prochains. Là, ils vont juste pouvoir parler aux réalisateurs puis au directeur photo. Là. Ouais, c'est ça. Excellent. Alors, parlons des 2 sorties de la semaine, ce que vous attendez de savoir. Voulais-tu juste parler de la bande-annonce de Simple comme Sylvain oui, qui est sortie? J'ai oublié oui. Ben, vas-y. J'ai pas tant. Okay. Parce que je l'ai écouté comme 4 jours. Fait que c'est moi, moins je l'ai écouté, je me suis rafraîchi la mémoire tantôt. Donc, Simple comme Sylvain qui met en vedette Magali Lépine-Blondeau et Pierre Cardinal, c'est ça. Écoute, dans la bande-annonce, en la réécoutant, j'avais un peu oublié qu'on retrouve... je trouve un peu le ton de Monia Chokri quand même, qui a un ton assez particulier dans sa façon de... des dialogues. Des dialogues, c'est humoristique, mais pas drôle. Mais il y a comme un décalage un peu. Puis j'avais oublié qu'on retrouve ça finalement dans ce film-là, que je pensais peut-être un peu plus straight. Fait que j'ai hâte de voir. Une comédie, drame romantique. On chevauche un peu entre les deux. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'on se cache pas que... Ben, pas très bizarre, mais attrayant, en fait, au film. C'est qu'il y a un grand nombre de comédies romantiques ou de drames romantiques que c'est « Hey, ils vont-tu finir ensemble? Oui ou non? Hey, j'espère qu'il va y avoir... la magie va passer entre ces 2 personnes-là. » Puis le poster, c'est les 2 côte à côte avec un regard complice. Ben là, eux, la pochette, là, c'est eux 2 qui se frenchent. Puis, tu sais, en plus, on le sait qu'il est en couple. Puis lui, c'est le contremaître qui fait les travaux sur le chalet. Puis la bande-annonce te le dit, c'est comme « Non, elle va vraiment avoir un coup de foudre pour lui, puis c'est plus, est-ce qu'elle va laisser son mari pour lui? Est-ce que le clash de leurs cercles sociaux va fonctionner de leur milieu? Mais je pense pas qu'on va perdre 45 minutes à essayer d'établir est-ce qu'il y aurait une attirance possible entre ces 2? C'est comme, non, il y en a une. Là. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai l'impression que probablement qu'elle va laisser son mari assez rapidement dans l'histoire. Et c'est juste de construire sur ces 2 gens-là qui sont complètement à l'opposé comme personnalité. Est-ce que ça peut fitter? Puis de tout rire en gérant peu peut-être la rupture. Là. Je pense pas que... Dans le film, je suis pas sûr qu'il va être balayé du revers de la main. Je sais pas, j'ai hâte de voir. Parce que dans la bande-annonce, on s'est rapidement évacué quand il dit que... C'est pas un triangle amoureux. Là, non, c'est ça, tu sais. En tout cas... Mais ça rejoint un peu les thématiques de Monia qui est beaucoup sur l'émancipation féminin et tout ça. Donc, comme moi, j'ai bien hâte de voir. Vu que j'avais bien aimé Babysitter, alors curieux de voir. Simple comme Sylvain qui prendra l'affiche 22 septembre. 22 septembre, c'est ça. Donc, quand même, semaine, bien évidemment, le mois d'août, toujours un peu plus tranquille, après une déferlante de grosses sorties. Mais quand même, 2 films d'importance qui prenaient l'affiche, un américain, un autre québécois. Alors, le Québécois en premier. Québécois en premier, alors on nous dit avec Les Chambres Rouges de Pascal Plante. Oui, son 3e film après... Les Faux Tatouages. Les Faux Tatouages, c'est ça, et Nadia Butterfly. Probablement déjà son plus abouti, maîtrisé, abouti, réfléchi, exactement. On est dans le thriller. Certains vont le décrire comme un film d'horreur. Je pense que lui-même n'aime pas ça, le décrire comme ça. Il accepte si on le dit, mais c'est pas ça qu'il va te dire parce qu'il y a
il y a des codes du mystère puis des éléments d'horreur, mais comme tel, c'est pas un film d'horreur. Ne pensez pas aller voir des jumpscares puis voir de la grosse torture. C'est ce qu'on discute dans le film, mais c'est pas nécessairement ce qu'on nous montre. Cela dit, c'est un film très captivant et qui nous laisse sur le bout de notre siège. Ça met en vedette des gens qu'on connaît pas tant que ça. Juliette Gariepi, qui a joué entre autres dans la série Avant le Crash, Laurie Babin et Elisabeth Locasse, qui sont peut-être des visages à surveiller plus que déjà connus. Personnage principal, joué par Juliette, est une trentenaire vraiment fin vingtaine, début trentaine, très forte en technologie, en web, très whiz, comme on dit, qui va suivre avec grand intérêt le procès d'un homme qui est accusé d'avoir tué 3 adolescentes qui aurait filmé et mis en direct dans le dark web, dans ce qu'on appelle des chambres rouges, donc un endroit hautement illégal où tu payes pour regarder de la torture, puis du meurtre, puis du viol en live. Fait que cette fille-là va aller tous les matins au palais de justice pour faire la file, pour pouvoir assister au procès. Puis elle va se lier d'amitié, ou c'est quasiment l'autre va se lier d'amitié avec elle, qui elle aussi suit ça et est certain que le présumé coupable est en fait innocent, que tout est arrangé, que c'est une machination, que oui, les filles ont été tuées, mais c'est pas lui, blablabla. C'est bâclé cette enquête-là, mais un espèce de... Ben, en fait, le film va regrouper plusieurs thèmes, dont cette espèce d'attrait pour le true crime, justement. Mm-hmm. Sans être nécessairement dans la glorification des tueurs, mais on est un peu là-dedans. Fait que, ouais, sans en révéler vraiment plus, c'est qu'on va être beaucoup attaché autour de... J'oublie le nom de la personnage, là, mais du personnage de Juliette. Kellyanne, qui, elle, on n'est pas trop sûr c'est quoi son histoire là-dedans. Puis c'est l'autre qui gravit autour d'elle qui va nous aider à la connaître un peu plus. Mais es-tu bonne, es-tu méchante, es-tu... C'est quoi ses intentions? Ouais, c'est quoi ses intentions? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a un style de vie très, très particulier. Beaucoup dans la nuit, elle vit comme elle fait des contrats de mannequinat puis du poker en ligne. Mais on voit qu'elle a de bons moyens. Mais pourquoi en même temps elle dort dans la rue avant d'aller au procès? Très mystérieux. Puis tu sais, spoiler, pas spoiler, dans le sens que moi j'ai adoré ce film-là. Là, puis des fois on est un peu transparent, mais je serais pas capable. J'ai trouvé super, super bon. J'ai juste hâte de le revoir. Puis, ben, je le dis tout de suite, on va avoir l'occasion de rencontrer Pascal puis la productrice Dominique la semaine prochaine. Fait qu'on va sortir le spécial par la suite. Il n'y avait juste pas de tournée de promo avant la sortie. Je pense qu'il y avait un conflit d'agenda. Que, voilà, alors, j'ai bien hâte de lui jaser de tout ça parce que c'est un film qui ébranle, qui bouleverse. Moi, je pense que j'ai pas ressenti ça depuis les 7 jours du Talion de Pods, déjà une dizaine d'années peut-être. Même si on est un peu dans la même thématique, mais pas du tout dans le même traitement. C'est quand même un film, écoute, par le rôle très cryptique et énigmatique de Kellyanne, jouée par une incroyable Juliette Gariepi, là, qui porte le film sur ses épaules parce qu'elle est tout le temps là et souvent en gros plan dans son visage. Et son regard énigmatique qui ne laisse rien paraître. Fait que c'est assez déstabilisant aussi parce que tout le long se demande OK, ça va aller jusqu'où et elle, c'est quoi son rôle là-dedans. Mais le film est d'une maîtrise incroyable, comme je l'ai dit, au niveau de longs plans séquences avec d'énormes dialogues, mais la caméra vraiment avec des mouvements très minimalistes où on laisse la place aux gens. On a pratiquement l'impression de voir une pièce de théâtre par moment, là. Écoute, les comédiens sont vraiment très bons. Et la musique qui rajoute une ambiance incroyable par Dominique Plante, qui est le frère de Pascal. Oui, c'est ça. Ouais, qui a une espèce de riff de guitare à la western un peu par moment, là, qui rajoute une lourdeur, une espèce de suspense incroyable. Là. Fait que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Mais c'est pas un film facile. On vous avertit d'avance. Là, C'est ça, mais c'est dans les thèmes, parce qu'au final, il est coté 13 ans et plus. Ouais. Mais de ce qu'ils discutent, on parle de torture. Et même de son approche aussi par le ton du film. C'est quand même pas un film très grand public dans sa réalisation, là, même si on sent des influences. C'est Brian De Palma, David Fincher, tout ça, mais on n'est pas dans Seven non plus, là, loin de là. Mais si vous aimez le film différent,
qui va venir vous challenger un peu. Là. Les Chambres Rouges, une excellente réussite, je pense, à ce niveau-là. Puis le film a d'ailleurs gagné 4 prix à Fantasia, oui, quand même, meilleur film, meilleur scénario, je pense. Actrice puis musique. Mais quand même, meilleure musique. Et pleinement mérité. Fun fact sur moi, j'ai étudié avec Dominique en musique. OK. Mais il était 1 an plus jeune. Fait qu'on n'était pas dans la même année, plein d'amis communs. Puis, mais je pense qu'il est à Montréal à cette heure. Faudrait que je lui demande. Parce qu'il est comme pas dans la tournée promo. Il vient pas... Ouais, c'est rare qu'on a les par musiciens. la bande, je pourrais écrire s'il veut venir à l'entrevue. Parce que ça pourrait être cool. Vraiment cool. La musique ou sinon, par une autre fois, à m'amener... lui, ça sort un peu, il produit beaucoup de musique, c'est un musicien professionnel, mais il fait pas de la musique de film généralement. Il en a fait. Est-ce qu'il avait fait les autres de son frère aussi? Dans mon souvenir, il a rien fait de ses faux tatouages. Il a fait une pièce sur un moment pour Nadia Butterfly, puis là, finalement, toute la musique de tout le film, fait que ne serait-ce qu'on demandera à Pascal aussi comment c'est fait ça. Puis là, il est-tu coincé avec lui aussi? Là, c'est mon frère, je peux plus lui dire que c'est plus lui que je veux. Je sais pas. Est-ce qu'il va le prendre mal s'il Ouais, c'est ça. Puis, non, d'ailleurs, je lisais que justement, tu parlais de True Crime tout à l'heure. Ben, c'est effectivement un peu ce qui a fasciné Pascal Plante là, pour cette histoire-là, parce qu'il en fait, c'est né pendant le confinement. Il ne savait pas trop vers quoi se lancer à ce moment-là. Puis, il s'est mis à écouter beaucoup de films, beaucoup de télé, beaucoup de trucs. Il disait, il s'en venait un peu comme désensibilisé à ce qu'il regardait, fait qu'il avait besoin d'écouter des affaires de plus en plus trash. Puis justement, il est tombé beaucoup dans les affaires de true crime puis de trucs comme ça. Fait que c'est ça qui l'a amené vers cette histoire-là. Et justement, l'angle est plus mis sur les groupies finalement parce que c'est pas tant sur le tueur en série qui est là présent, mais il dit rien puis il est captivant puis c'est toute l'histoire et c'est pas l'enquête non plus sur qu'est-ce qui s'est passé. Fait que c'est vraiment du point de vue des groupies de ces deux femmes-là qui assistent au procès puis et tout se passe par tu elles. vois l'enjeu aussi parce qu'il y a Elisabeth Locasse qui elle joue la mère d'une des victimes. Puis ça aussi c'est très intense. Fait que tu vois la confrontation entre les deux, on le voit dans la bande-annonce là, elle fait comme un elle parle aux journalistes, puis elle dit hey, tous les groupies dans la salle, là, on vous voit, puis c'est shame on you, là, ça n'a pas rapport. Il y a des fillettes qui sont mortes, puis vous êtes là à aduler cette personne-là. Et ça existe pour le vrai, c'est ce qui est perturbant. Parce que, d'ailleurs, c'est ça, je pense que Pascal, il en a écouté son lot d'entrevues avec des mères pour pouvoir écrire ça. Parce que, écoute, je me rappelle, Charles Manson fascinait, recevait beaucoup de demandes en mariage, même au Canada ici avec Paul Bernardo aussi. Là, ou même lui qui avait coupé le bras de Gabriel et tout, là, qui a une secte au Québec. Là. Il est mort en prison finalement. Là. Moïse Rock-Thériault. Oui, tout à fait. Lui aussi, il avait une couple de femmes, puis même tout le monde. C'est fascinant de voir. T'es conscient de tout ce qu'il a fait, oui, mais c'est une bonne personne. C'est spécial. Donc, Les Chambres Rouges, on vous le conseille fortement. Peut-être meilleur film québécois jusqu'à présent de l'année. Je pense qu'on... là, des fois, c'est chiant d'oublier toutes les autres. Là. J'ai beaucoup aimé Le Plongeur aussi, qui est très maîtrisé. Là. J'aurais de la misère à les comparer, mais disons, en mettre un au-dessus de l'autre. Là. C'est comme deux enfants, mais c'est pas du tout mes enfants. À part qu'on va avoir fait des entrevues avec l'équipe, fait que quand on les trouve fins, là, après, tu peux pas dire que... Ça n'enlève rien au Plongeur, qui était très, très bon aussi, mais je pense que pour l'audace du sujet et de la façon qu'il s'est traité... effectivement, la différence, c'est que Le Plongeur, tout le monde était curieux de voir l'adaptation, mais pour la plupart, on avait vu le livre, on avait connu le phénomène et tout. Ici, on s'attend à rien, on nous présente ça, fait que l'effet surprise est vraiment plus fort. Comme tu as dit, il a travaillé pendant la pandémie, il s'est beaucoup inspiré, puis il a plongé là-dedans. Puis tu vois que c'est un film qui est super réfléchi. Là. On a à peu près 10 000 questions à y poser juste sur l'inspiration puis de la signification. Puis c'est pas juste, comme on dit, une enquête straight up, puis ça va être ça. Tout sans être complexe, mais tout a comme un autre sens derrière, puis il y a des fondations solides à tous les éléments du film. Puis c'est ça, c'est un travail d'orfèvre, je trouve, d'écriture puis de recherche. Là. C'est pas... Bien dit. On est loin de justement juste une poursuite en char bien filmée. J'en démarque. Je démordrai jamais de ça. Alors, fait que allez-y, là, c'est ça. J'ai super hâte de revoir le film, justement. Là. Je pense que c'est un que
ma blonde va aimer. Va aimer, mais va pas aimer, mais va aimer. Moi, je lui présenterai pas. Je pense que c'est pas son genre. Mais je vais aller le revoir, je pense, moi aussi. Allons dans une toute autre histoire d'horreur. Dans un autre contexte, The Last Voyage of the Demeter de André Jorvedal. Ouais, je sais pas s'il prononce le E avant le R. Overdale. Il est norvégien. Norvégien, c'est ça. Lui qui avait fait Scaries to Tell in the Dark et avant ça, The Trollhunter. C'est drôle, au début, le film était traduit par Le Dernier Voyage du Demeter, qui est le titre littéral. Puis quelques semaines plus tard, ils ont dit non, ça va être La Légende du Demeter. La traduction au Québec a changé. Bon. Je sais pas c'est quoi en France. Ça doit être d'après moi, j'essaie de trouver un gag, mais je le sais. Peut-être qu'ils l'ont gardé pareil ou où ils ont vraiment mis... Demeter's Last Voyage. Ouais, Demeter, Dracula's Ship, là, c'est ça. The Boat with the Vampire. Mais ça, ce qu'on dit là, ces petites niaiseries-là, c'est même pas des blagues dans le sens que c'est pas des spoilers. Là. Tu le sais, c'est le Demeter. On s'est inspiré du chapitre 7, pour être exact, du roman Dracula de Bram Stoker, qui est un échange de missives et de lettres où on comprend que Dracula, puis tu me corrigeras si je me trompe, part de la Roumanie et va en Angleterre pour... retrouver Mina c'est Harker. Ça, des fins, des love interests et de la confusion et manger des gens. Fait qu'il se fait transporter secrètement dans des caisses bien fermées dans un navire. Mais là, ce qu'on fait ici, c'est qu'on... C'est ça, inspiré de ces lettres-là, on fait l'histoire de ce dit voyage-là. Fait que c'est une part de l'histoire de Dracula. C'est une longue traversée, donc il doit se nourrir genre la nuit quand semaines, même, c'est ça. Donc, évidemment, carnage va s'en suivre. Alors là, tous les individus, les marins sur le bateau vont peut-être un peu disparaître un après l'autre puis se poser des questions sur qu'est-ce qui se passe. On n'est pas, malgré que la bande-annonce présente... un film là, de jumpscare puis de vampire puis ça va en arracher. On est vraiment plus dans le drame d'horreur. On est plus dans l'histoire de Bram Stoker qui est comme une espèce de drame fantastique avec des thèmes d'horreur, là, des vampires puis des morts puis l'éternité. Mais fait que faut avoir ça en tête, je pense, avant d'aller voir le film. Je serais poliment, c'est peut-être moins accompli, moins maîtrisé que ce qu'on vient de dire avec Chambre Rouge. Là. Il y en a un qui est définitivement un film plus proche de la perfection que l'autre cette semaine. Je dirais ça poliment. Puis, c'est drôle, au générique, David Dastmalchian qui commence à être de tous les films d'horreur maintenant. C'est vrai, c'est dans Megan qui était... Non, c'est celui... le Boogeyman. Ah, The Boogeyman, c'est ça. Le Boogeyman, c'était lui qui amenait quasiment le curse. Ben, il y a une face un peu à ça aussi, là, un peu atypique c'est ça. comme visage. Il y a une face qui peut avoir l'air inquiétante et tout. Fait que, bref, je sais pas quoi ajouter sur ce film-là. Moi, j'avoue que sans dire que c'est wow, j'ai été agréablement surpris. Je m'attendais que ce soit plus du bord navet un peu, mais finalement, c'est loin de ça. J'ai trouvé que c'était vraiment bien tourné. C'est beau visuellement. La direction artistique est super intéressante. Même la musique, Bear McCreary, qui est quand même un compositeur là, J'avais lu que très c'était connu. Thomas Newman. Non, il a été remplacé par Bear McCreary. Fait que même au niveau musical, c'est très soutenu. Puis... écoute, moi, je trouve que c'est une belle pièce d'accompagnement pour ceux qui auraient trippé sur le film de Coppola, son adaptation de Dracula de 92. Je trouve que ça s'insère bien parce que le film, je trouve, est très baroque, un peu tourné à l'ancienne. D'ailleurs, on a utilisé beaucoup d'effets pratiques et non d'effets numériques. Fait que je trouve que ça cadre bien avec la vision du Dracula de Coppola aussi, où tous les trucages étaient vraiment faits à l'ancienne. Puis justement, on n'est pas dans le film tant d'horreur, mais plus drame d'horreur. Fait que non, moi j'ai trouvé que c'est quand même un peu satisfaisant. Là, même s'il y a quelques longueurs, le film est pas loin de... Il est 2 heures moins... On aurait pu raccourcir. 2 heures moins 2. T'as un petit peu, mais non. Tu sais que des fois, quand nos attentes sont basses, moi, ça fait...
Ça me laisse une impression satisfaisante. Là, j'ai été diverti. C'est vrai, t'as raison. Techniquement, c'est super bien. Peut-être quelques scènes un peu trop sombres à l'occasion, mais je pense que c'est un peu volontaire pour qu'on soit perdu comme eux dans certaines noirceurs du bateau. C'est le fun de tourner sur un vieux bateau de même aussi. C'est un lieu qu'on n'est pas habitué de voir. Je disais, écoute, je peux pas m'attribuer tous les mérites. Là. Je me souviens plus où j'ai vu ça, soit sur Mediafilm ou dans la presse, que il y a peut-être un petit parallèle avec Alien, le premier Alien. Oui, c'est complètement assumé. Je t'allais lire une petite entrevue avec le scénariste qui s'appelle... Attends un petit peu, je l'avais noté. Bragi Chut. Bragi Chut. Qui, au milieu des années 90, en fait, travaillait dans un atelier d'effets visuels. Puis, il avait vu le modèle du Demeter, justement, qui avait servi pour le film de Coppola, parce qu'on voit un petit passage, et ça lui a inspiré l'histoire. Et justement, c'était l'approche de faire un Alien sur le bateau, finalement. Et donc, oui, le parallèle est très là avec un Dracula semi-caché, une bonne partie du film. Puis d'ailleurs, c'est un comédien aussi qui l'incarne, là, fait qu'ils ont vraiment mis quelqu'un en costume et maquillage. Et j'ai aimé le design aussi parce que son Dracula est beaucoup plus près du Nosferatu là, du vieux film de Morneau, le film allemand, puis évoque aussi le Dracula de Coppola par moment, là, fait que je trouve que c'était bien réussi quand même. Moi, je pense que c'est juste mes petites réserves, c'est juste dans le scénario. Il y a certains moments, plutôt comment les personnages réagissent. Là. Je trouve que ça prend beaucoup de temps avant que... C'est parce que, tu sais, l'affiche nous dit que c'est Dracula, la tagline nous le dit, la bande-annonce nous le dit, même nous, on le voit, puis on le sait qu'il est là, puis qu'il se réveille. Puis les personnages, ça leur prend beaucoup trop de temps avant d'être... À douter qu'il se passe. Ouais, c'est ça. Il y en a un ou deux qui disent, je pense qu'il y a de quoi de bizarre. Les autres, non, ça va aller. Ça doit être juste quelqu'un qui est sous, puis qui s'est jeté à l'eau. Puis comme tu l'as mentionné à un moment donné, c'est que tout se passe le soir, mais qu'est-ce qu'ils font pendant le jour? Ouais, c'est ça. Il y a personne qui pense d'aller enquêter, à la limite trouver son corps. Ils le font un peu, puis après, ils le font plus. C'est escamoté un peu rapidement. Bref, c'est ces petites affaires-là qui m'agacent. Là. Mais peut-être ça combiné avec, comme on dit, que c'est peut-être un film qui aurait dû durer genre 1h50. Là, t'es un petit peu plus resserré sur ces affaires-là. Mais non, c'est pas un navet, dont t'as raison là-dessus. Là. Puis j'ai quand même quelques fun facts. Puis ça a pris quand même une vingtaine d'années avant que le film soit financé. Donc ça a circulé longtemps à Hollywood, dans les mains de plusieurs réalisateurs, dont Marcus Nispel à une époque qui, au milieu des années 2000, était très in à cause de ses remakes de Texas Chainsaw Massacre puis Friday the 13th. Donc il y a eu ça entre les mains. Neil Marshall qui avait fait The Descent puis le dernier Hellboy aussi. Même que lui avait, en 2010, Noomi Rapace et Ben Kingsley avaient été choisis. Ben Kingsley aurait été le capitaine? Le capitaine, oui. Donc, Noomi Rapace, finalement, qui surfait avec le succès de Millennium et tout ça. Là. Oui. Donc, elle a finalement assez désisté à cause de Prometheus, qui finalement est venu en conflit d'horaire. Avant... Yorvrodal, c'était Guillermo del Toro qui était attaché au projet. Donc, qui a travaillé dessus un petit bout de temps. Ouais, c'est ça. Donc là, une filiation parce que Del Toro avait produit Scary Stories to Tell in the Dark. Donc, c'est peut-être lui qui a recommandé le réalisateur au producteur. Bref. Oui, je pense qu'il a la bonne vision pour le film et tout. Je pense que c'était le bon réalisateur. Ben, il y en aurait peut-être d'autres qui auraient profité, mais c'est pas... Oui, puis c'était l'élément de conte. Qui est très proche de Del Toro. Avec Del Toro, mais avec Overtale aussi. Je trouve que c'est ça que je veux dire, avec les trolls puis toutes ces affaires-là. Je pense que des fois, un film comme ça, que ça fait 20 ans qu'il est en genèse puis qui est repoussé, on dirait que quand il finit, il a été botché. Là, je pense qu'il s'est quand même retrouvé dans les mains, pas d'un tâcheron, mais vraiment quelqu'un qui a pris à cœur ce film-là. Puis la mythologie, c'est ça, c'est pas un... film d'horreur numéro 7 là, ou quelque chose comme ça. Là. Fait que voilà pour la légende du Déméter. Et sinon, Toupie Binou. Oui, c'est ça. Là, restons dans le québécois. Moi, oui, c'est ça. Le premier film, en fait, Toupie Binou, le film de Dominique Jolin et Raymond Lebrun, les mêmes créateurs de la série télé. Fait que la souris Toupie et son ami, le petit chat Binou, qui sont des super amis, vont entamer... Monsieur Mou. Ben, c'est ça, ils vont entamer un périlleux voyage vers le lointain monde des objets perdus parce que Monsieur Mou, le toutou de Binou, je pense, c'est ça? Ouais, est porté disparu. Fait qu'ils vont se faire aider de plusieurs personnages singuliers. Il y a les voix de Marc Labrèche, évidemment, mais on ajoute Geneviève Schmidt, Anne Dorval, Stéphane Rousseau, Xavier Dolan, entre autres. Quand même une bonne distribution étoile. Ça devrait cartonner en fin de semaine, honnêtement, parce que, en parent
d'une ado aujourd'hui qui a grandi, elle, avec les épisodes à la télé. Elle-même, elle a 15 ans, puis elle veut voir le film. Là. Fait que, OK, c'est ça. Fait que je pense par nostalgie, il y en a des... Est-ce que des jeunes de 5-7 ans écoutent encore tout? Je pense que c'est encore diffusé, ouais, honnêtement. Mais en fouillant un peu, j'étais surpris qu'il y a juste eu 2 saisons, quand même. Ah, ouais. C'est surprenant, mais je suis pas surpris en même temps parce qu'il y a plein d'émissions de ma jeunesse comme ça que j'écoutais encore tous les jours pendant des années, puis que tu réalises que y en a pas c'était juste les mêmes reruns que tu écoutais. Fait qu'écoute, 2005-2006, Toupie et Binou, ça fait que ça... C'est quand même, un, surprenant que ça remonte à si loin que ça, puis deux, qu'il n'y a pas eu de film ou d'autres trucs qui ont été relancés par la suite, parce que je pense que ça demeure encore très écouté, très populaire. Oui, le film sort sur presque 200 écrans au Canada, en anglais puis en français. Oui, parce que c'est un succès vraiment international. Écoute, la série a été vendue dans 179 pays, dans 30 langues quand même. Ouais, c'est assez fou, là. Puis, mais je ne sais pas si ça a pris autant de temps, soit parce que il n'y avait pas le bon scénario pour faire un film de, je sais pas, 1h15, 1h20, ou peut-être qu'il y a encore 10-15 ans, les institutions financières étaient comme moi, des adaptations de séries, des IP, on n'est pas si sûr. Il y a un creux de vague dans le cinéma jeunesse québécois. Là, pendant plusieurs années, il ne se produisait plus grand-chose. Fait que oui, il y a peut-être ça. Ou tout simplement, je sais qu'ils ont travaillé sur d'autres séries de trucs aussi. Fait qu'à un moment donné, tu passes à autre chose, puis à un moment donné, tu as le goût de replonger peut-être un peu par nostalgie dans ta création. Fun fact quand même, la série de livres, parce que la série télé, elle était traduite en anglais par Toupie and Binou quand même, il avait gardé là. Mais la série de livres, elle, parce que c'est inspiré des livres de Dominique Jolin, qu'elle a parti en 1996 en anglais, ça a été traduit par Washington et DC. OK. Complètement autre chose, mais je sais pas d'où vient ce titre-là, pourquoi l'éditeur anglais... il tripait sa la capitale américaine. Là. Nous autres, c'est pas Québec et Ottawa. Là. Je sais pas c'est vraiment drôle quand j'ai sursauté en voyant ça. Et un autre film jeunesse. Ouais, fait que là, vous aurez compris qu'on n'est pas allé le voir. Moi, je suis dans l'âge que je suis trop vieux pour Toupie, puis j'ai pas d'enfant non plus, fait que j'ai pas été touché par ça du tout. Il y a Les blagues de Toto 2, Classe verte de Pascal Bourdieu. Un peu la suite des aventures du premier volet. Là, cette fois-ci, ils vont une classe verte, c'est très français, mais c'est comme une sortie à la campagne, une sortie scolaire pour apprendre des choses. Puis là, Toto, qui est un petit farceur joueur de tours, avec ses amis, va se mettre à enquêter sur des petites activités suspectes à la ferme, puis une possible présence d'un fantôme dans la région. Fait qu'un genre de Scooby-Doo-esque avec quelques blagues. Voilà, fait que peut-être enfants un peu plus âgés, je dirais peut-être justement un 9-10 ans et plus, qui n'ont pas d'attrait pour Toupie. C'est pas mal tout pour cette semaine. Pas de documentaire? Non, du moins, ils ne sont pas arrivés sous mes yeux. La semaine prochaine, aussi, on reste dans la tranquillité, là, si on veut, au niveau de l'ampleur des sorties. Quoique, il y a Blue Beetle, qu'on va voir, est-ce que c'est vraiment la fin de DC ou à chaque fois qu'on attend le prochain film et qu'on se dit, je pense que le monde est tanné et que ça va être un peu de la boîte, il y a des gens, puis il y a quelque chose qui ressort en disant comme non, moi, c'est le héros que j'attends, il est méconnu, vous allez voir, ça va être sick. Est-ce que ça va être sick ou ça va être comme toutes les autres? Je sais où je miserais, mais je ne l'ai pas encore vu. Il y a Une femme respectable de Bernard Raymond et je dois dire que j'ai jamais vu aucun film de Bernard Raymond. Moi non plus, ça va être mon premier. Écoute, je ne sais pas si ça va être dans son top ou pas. Voilà. Et il y a Passage aussi qui m'interpelle parce qu'il y a Adèle Exarchopoulos que j'aime beaucoup. Il y a une petite controverse aussi entourant. Oui, c'est ça. Le film aux États-Unis avait reçu une cote de NC-17, donc ça veut dire que en bas de 18 ans, on ne peut pas voir, parce qu'aux États-Unis, quand c'est 18 ans, on peut être accompagné d'un adulte et voir un film. R-rated? Oui, quand c'est R-rated, alors que là, ce n'est pas le cas. Et quand on a la fameuse cote NC-17, beaucoup de cinéma ne veut pas tenir le film en question. Fait que... je pense qu'il ouvre... Au Québec, il ouvre le 18 août, mais je pense que le 11 août, il ouvre aux États-unis, mais d'après moi, c'est ça, il va sûrement offrir sur 6 écrans. Ouais, c'est ça, soit dans les grandes villes, New York, Chicago, Los Angeles. 2900 $ week-end, là, c'est ça. C'est très bizarre qu'un... c'est un film français, mais c'est une coprod, comme internationale, multilingue. Donc, apparemment, qu'il y aurait une scène sexuelle trop graphique pour les censeurs américains. Alors, on découvrira ça la semaine prochaine. Ouais, puis j'ai pas vu le visa ici encore. Ça veut dire que peut-être que ça va être un 16+, à ce moment-là, ou un 13, je sais pas, de la sensibilité.
Bref, nous sommes de retour en selle. Écrivez-nous au balado@monciné.ca et on vous invite à vous procurer gratuitement encore le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Et si vous avez l'intention de faire un tour de bateau prochainement, assurez-vous qu'il n'y a pas de vampire à bord. Vérifiez toutes les caisses.